Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil et bienvenue dans ce journal. La ville de Jacquesville a abrité hier vendredi le lancement du deuxième tour de campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite. Durant 30 jours, ce sont au total 8 millions d'enfants de 0 à 5 ans qui vont bénéficier de 2 gouttes du vaccin qui sauve. La cérémonie de lancement a mobilisé tous les partenaires de la santé publique qui ont réaffirmé leur engagement aux côtés de l'État de Côte d'Ivoire pour l'éradication totale de la poliomyélite dans le pays. Malgré le nombre d'accidents dus à l'occupation anarchique des commerçants sur les routes et trottoirs, ceux-ci sont à y demeurer. Une situation qui met à mal les manœuvres des automobilistes, occasionnant ainsi des bouchons, voire même des accidents. Nos reporters ont sillonné les communes de Yopougon et d'Adjamé. Leur constat. Boulevard Nangui à Bourgois à Adjami, le rythme est toujours le même. Vendeuses, marchands, automobilistes, tout un monde pour un si petit espace. Conséquence de nombreux accidents. À cet endroit au marché Roxy, un camion s'est renversé sur des commerçants le mercredi dernier. Le sinistre a fait 6 victimes, dont une fillette décédée. Quelques jours après le drame, le lieu est à nouveau occupé par les commerçants. En temps normal, on ne devait plus être là. Mais la pauvreté fait qu'on est encore là. Sinon, ce qui s'est passé, en principe, on ne devait pas être là. Ok, avant-hier, il y a eu un accident, mais les gens continuent toujours à vendre. Ils ne respectent pas les véhicules. Même aujourd'hui encore, ils sont revenus. Ils sont revenus vendre sur la route encore. Rien ne semble arrêter les commerçants dans leur élan. Les autorités de la commune d'Adjamé se disent interpellées par la situation. Il y a l'attitude des opérateurs économiques qui ont fait du boulevard Nangui à Bourgois une fois, et il faut avoir le courage de dire la vérité. Je pense que cette situation-là interpelle les autorités municipales. On a l'impression qu'à Adjamé, c'est vraiment le chaos. Mais la municipalité prendra réellement des mesures drastiques. Et ce sera appliqué dès la semaine prochaine. En tout cas, la foire doit cesser. À Yopougon, sur ce tronçon à proximité du marché Sikoji, le trafic est très difficile sur cette voie à 2 sens. Embouteillage, véhicules stationnés en pleine chaussée, le trottoir entièrement englouti par les vendeuses. La voie est coincée là, pour les femmes là, on ne peut pas bien garer. Donc en fonction de ça là, quand les clients nous signalent là, faire des sirènes, pas marcher sur quelqu'un, veut me garer au milieu, pour que la personne moins rapidement, pour qu'on s'en va. En bas, nous étions sur le goudron et quand ils sont arrivés, ils nous ont dégagés. On est resté, on s'est débrouillé en bordure là et puis les véhicules passent. On se débrouille comme ça. On voit le danger, mais c'est là qu'on se débrouille. Les clients refusent d'entrer dans le marché. Donc c'est pour ça que nous sommes sur la route. Là, comme c'est là, on arrive facilement à vendre. Parce que quand nous sommes dedans, on n'arrive pas à recevoir des clients. Pourtant, l'intérieur du marché présente autre décor. Des places restent vides. Mieux, les tables servent de lieu de repos. Oui, il laisse la place et puis il s'en va au bord que c'est au dehors, ça marche. Nous tous, on n'a qu'à rentrer pour remplir le marché. Tout le monde n'a qu'à quitter sur la rue. Parce que ce n'est pas prudent. Le marché est destiné à accueillir les commerçants. Il faudrait que nos parents comprennent cela. C'est un danger. Lorsque vous venez jusqu'en bordure de la voie, nous allons régler la question de ces petits marchés avec le grand marché que nous allons construire, qui va se réaliser au bout d'un an et demi. Donc là, on va regorger un peu, on va solutionner ce problème-là. Pour l'heure, à Yopougon et Adjamé et dans bien d'autres communes, le risque d'accident demeure, entretenu par l'indiscipline des populations. Le gouvernement se rend bientôt à Paris dans le cadre d'un groupe consultatif. Ce sera dans le mois de mai. Objectif, recherche auprès de partenaires techniques et financiers, 4 425 milliards de francs CFA pour boucler ces 38% de financement des 30 000 milliards que nécessite le PND 2016-2020. Les activités de préparation du groupe consultatif ont été lancées en début d'après-midi hier donc par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Le reportage est signé Adama Koné. Top départ pour le dispositif de mobilisation des ressources du Plan national de développement PND 2016-2020. Valeur chiffrée de ce plan, 30 000 milliards de francs CFA à financer à hauteur de 11 000 milliards par l'État et 19 000 milliards par le privé.
Pour boucler la mobilisation des 11 000 milliards, le gouvernement recourt à une opération marketing auprès des partenaires au développement, dénommée groupe consultatif. Au regard du cadrage budgétaire du nouveau plan, le besoin de financement public à rechercher au cours donc de la réunion du groupe consultatif est estimé à 4 425 milliards de francs CFA. Cette réunion est annoncée pour les 17 et 18 mai dans la capitale française, Paris, dans les locaux de la Banque mondiale. Objectif, vendre le projet de développement dont rêve la Côte d'Ivoire. Ce plan a pour ambition de réaliser l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020 et de réduire de façon substantielle le taux de pauvreté. Pour y arriver, il s'appuie sur 5 piliers: le renforcement de la qualité des institutions et de la gouvernance, l'accélération du développement du capital humain et du bien-être social, l'accélération de la transformation structurelle de l'économie par l'industrialisation, le développement des infrastructures harmonieusement réparties sur le territoire national et la préservation de l'environnement. Enfin, le renforcement de l'intégration régionale et de la coopération internationale. En se rendant à Paris en mai prochain, le gouvernement ivoirien peut compter sur ses performances pour forcer l'admiration des bailleurs de fonds et décrocher leurs intentions de financement. Le classement dans le top 10 des pays réformateurs du climat des affaires dans le cadre du business. L'admission donc à l'OGP, Open Government Partnership, en octobre 2015, mais aussi l'obtention du threshold, ensuite du compact, dans le cadre donc du MCC américain, mais aussi, vous le savez, la notation B+, par l'agence Fitch Ratings et B1 à B3 avec perspective stable et positive dans le cas de l'agence Moody's. Toute chose qui présage d'une bonne moisson quand on sait que pour le PND 2012-2015, la première journée du groupe consultatif a permis de récolter en décembre 2012 4 328 milliards de francs CFA, là où le besoin s'exprimait à 2017 milliards de francs CFA. L'État de Côte d'Ivoire et la société d'exploitation minière Newcrest ont procédé à la signature d'une convention. C'est un accord qui s'inscrit dans la politique de développement des activités minières en Côte d'Ivoire qui devrait permettre à la société Newcrest de mener des opérations d'exploitation de la mine de Iré. Cette signature d'accord a eu lieu jeudi dernier au ministère de l'Industrie et des Mines en présence de nos reporters Frédéric Olaï, Steve Assi et Francis Boifo. Présente en Côte d'Ivoire depuis 2007, la société Newcrest et l'État renouvellent leur coopération dans le secteur minier. Cette signature de partenariat est une opportunité d'affaires pour les deux parties. Ce partenariat va permettre à la société Newcrest de doubler ses investissements dans ce secteur, à savoir l'exploitation de la mine de Iré. Newcrest a espoir réellement de faire partie de ce futur. Nous avons de gros investissements au niveau de l'exploration dans le but de découvrir de nouvelles mines pour le bénéfice du pays. Pour le ministre Jean-Claude Brou, représentant la partie ivoirienne, la convention devrait booster la croissance économique et également contribuer à la création de plusieurs emplois en faveur des jeunes. Cette signature marque bien entendu une étape importante dans le développement du programme minier de Newcrest en Côte d'Ivoire pour que la compagnie contribue encore davantage dans notre économie. À travers Bonicro et Iré, c'est pratiquement plus de 500 emplois directs. Quand on ajoute les sous-traitants, on arrive à un total de plus de 1300 emplois, c'est quand même important. Et le programme d'exploration de Newcrest aussi permet à beaucoup de jeunes, des géologues, des ingénieurs des mines de participer activement à l'activité minière. En 2014, la société australienne Newcrest a débloqué environ 143,4 millions de francs CFA pour financer les projets de développement liés aux activités minières à Iré, localité située dans le sud de la Côte d'Ivoire. C'est reparti pour la deuxième édition de la foire Forum Carnaval. Plus de 500 exposants et 100 000 visiteurs sont attendus à ce rendez-vous économique, culturel et artistique de l'espace UEMOA. Pour cette présente édition, des pays de la sous-région sont invités à échanger leurs expériences à travers leurs atouts culturels et artistiques.
Le ministre du Commerce Jean-Louis Billon a officiellement lancé les festivités. La prestation de l'école de danse de Samba de Sao Clemente de Rio de Janeiro du Brésil a marqué la cérémonie d'ouverture de la 2e édition de cette foire forum Carnaval. Soro Corona, Quadio, Kwame. Foire forum Carnaval de Bouaké. La 2e édition vient d'ouvrir ses portes pour une durée de 10 jours. Ce rendez-vous, vitrine économique, culturelle et artistique de l'espace UEMOA a repris sa place. Identité plurielle et cohésion. Tel est le thème de cette présente édition qui se veut le creuset du repositionnement de Bouaké après des années de léthargie économique et culturelle. Le maire de Bouaké, initiateur de cet atout culturel, inscrit la foire Forum Carnaval de Bouaké dans le cadre des actions pour le redécollage économique et culturel de la 2e ville du pays. Nous sommes passés à une dimension régionale. La première édition, c'était Bouaké seul. La 2e édition, qui va être la marque des éditions prochaines, c'est toute la région. Le représentant du gouvernement Jean-Louis Billon a salué cette nouvelle version de la foire de Bouaké. À l'heure où les efforts économiques sont consentis par le gouvernement pour le bien-être de tous, la renaissance de la foire Carnaval de Bouaké revêt donc une importance particulière, car cela témoigne non seulement du dynamisme des initiatives locales, comme celle de la mairie de Bouaké, mais aussi de cette étonnante capacité de rebond. Ces 10 jours seront meublés de prestations culturelles traditionnelles et modernes, du forum des villes secondaires de l'UEMOA, de l'élection Black Lamban et de l'exposition photo retraçant la vie de Bouaké. L'incinération de Papa Carnaval va marquer le clou le 17 avril prochain. L'attraction de cette cérémonie d'ouverture a été la prestation de l'école de Samba de Sao Clemente de Rio de Janeiro du Brésil. Mohamed Abrini, l'un des principaux suspects des récents attentats de Paris, a été arrêté hier vendredi 8 avril selon le parquet belge. En plus de Mohamed Abrini, qui est belgo-marocain âgé de 31 ans et qui avait été aperçu en compagnie de Salah Abdeslam grâce à une caméra de surveillance, d'autres suspects ont été arrêtés. On en parle avec Christelle Niawa et Alexis Ouedraogo. Mohamed Abrini, l'un des suspects de l'attentat de Paris vu en compagnie de Salah Abdeslam dans une vidéo, vient d'être arrêté en Belgique à Bruxelles. Annonce faite ce vendredi par le parquet belge. La 2e personne interpellée dans le cadre des enquêtes des attentats de Bruxelles serait Oussama K. Lui aussi avait été aperçu aux côtés de Khalid El Bakraoui à la station de métro de Pétillon peu avant l'attentat. Mohamed Abrini, c'est l'homme qui était au volant de la Renault Clio, utilisée 2 jours plus tard pour commettre les attentats à Paris. Ce belgeo-marocain âgé de 31 ans, suspecté d'avoir séjourné en Syrie, a grandi aux côtés de Salah Abdeslam et de son frère Brahim qui s'est fait exploser dans une brasserie parisienne. Mohamed Abrini serait aussi, selon certains médias belges, l'homme au chapeau aperçu dans une vidéo de surveillance de l'aéroport de Bruxelles-Zaventem. Le pape François a publié hier vendredi ses directives très attendues sur la famille et le mariage après 2 synodes qui avaient illustré les profondes divisions de l'Église sur des sujets délicats comme les divorcés, remariés et les homosexuels. Le pape sait que son exhortation apostolique post-synodale pourrait faire nécessairement des mécontents dans tous les camps. Le texte devrait aussi aborder beaucoup de thèmes qui touchent les familles du Sud, comme les mariages arrangés et la polygamie, ou encore dans le monde entier, les familles divisées par les migrations, les mariages interreligieux, les abus sexuels dans les familles, la violence contre les femmes, moins médiatiques. Ces thèmes ont été longuement abordés lors des 2 synodes des évêques sur la famille en octobre 2014 et en octobre 2015. Manuel Valls se rend à Alger les 9 et 10 avril dans le cadre du comité interministériel de haut niveau, une rencontre annuelle entre les gouvernements français et algériens organisée en alternance dans chacun des pays depuis 2013. Un rendez-vous qui va cette fois-ci se dérouler dans une ambiance un peu tendue. Les révélations du journal Le Monde sur l'implication de proches du président algérien Abdelaziz Bouteflika dans le scandale des Panama Papers ont provoqué l'indignation d'Alger qui a
refusé d'octroyer un visa aux journalistes du quotidien du soir qui devaient couvrir la visite du Premier ministre. La campagne électorale au Tchad s'est achevée dans le calme hier vendredi et ce, malgré un contexte économique et social tendu. Les aspirants au fauteuil présidentiel ont tenu leur dernier meeting. 13 candidats sont en compétition. Pendant 3 semaines, ils ont sillonné l'intérieur du pays à la recherche de soutien. Parmi eux, le président sortant Idriss Déby Itno, au pouvoir depuis 1990. Sans surprise, Ismaël Omar Guelleh est réélu dès le premier tour de la présidentielle djiboutienne. D'après les résultats préliminaires annoncés par le Premier ministre vendredi soir, le président qui gouverne le pays d'une main de fer depuis 1999 a recueilli entre 74 et 75% des voix à Djibouti, la capitale, et Balbala, un immense quartier populaire qui concentre 60% de la population du pays. Une victoire d'autant plus large que l'opposition s'est présentée en ordre dispersé, tandis qu'une partie d'entre elles a boycotté le scrutin qualifié de mascarade. La RDC est elle aussi éclaboussée par les révélations des Panama Papers, ces documents révélés par un consortium de médias qui pointe l'implication du cabinet Mossack Fonseca dans une entreprise de blanchiment et d'évasion fiscale d'envergure internationale. 3 personnalités congolaises sont concernées, parmi elles la sœur du président Kabila, également députée, Janet Kabila, est une figure de premier plan de l'industrie minière congolaise. En Centrafrique, l'autorité nationale des élections, l'ANE, a publié les résultats du second tour des législatives du 31 mars, des résultats qui doivent encore être validés par la Cour constitutionnelle, mais qui donnent une idée plus précise de la composition du prochain Parlement. 130 à 140 sièges du prochain Parlement sont pourvus. 10 circonscriptions seront concernées par des législatives partielles ultérieurement. Et puis, pour terminer, chaud d'ambiance en zone portuaire. Hier après-midi, vers 15h, un groupe de 4 braqueurs, après avoir arraché la somme de 16 millions de francs CFA à un opérateur économique, se sont heurtés à la riposte des policiers du commissariat du port. Dans leur fuite, les malfrats sont entrés en collision avec un semi-remorque toujours dans la zone portuaire avant de prendre le large et ils ont abandonné sur place le véhicule ayant servi à l'opération, un véhicule dans lequel la police a trouvé des armes, des munitions, mais surtout les 16 millions de francs CFA arrachés à l'opérateur économique. Les enquêtes sont en cours pour retrouver les malfaiteurs. Merci de nous avoir suivis et restez toujours sur RTI 1, la chaîne qui rassemble.